Louis Vuitton est la marque de mode de luxe la plus précieuse au monde. Son PDG, Bernard Arnault, est également le deuxième homme le plus riche de la planète, avec une fortune d'environ 180 milliards de dollars. En regardant le succès d'aujourd'hui, on ne devinerait jamais que l'entreprise a été fondée par un homme qui était sans abri pendant son adolescence, n'avait aucune éducation formelle et dormait dans une forêt. Louis Vuitton est une véritable histoire de la pauvreté à la richesse, mais l'entreprise a également été l'objet d'une prise de contrôle hostile, d'innombrables procès et d'une multitude d'autres controverses. Voici l'incroyable histoire de Louis Vuitton et comment une petite entreprise familiale est devenue l'une des marques les plus puissantes du monde. Louis Vuitton est né en 1821 et a grandi en travaillant dans la ferme familiale en France, dans un petit village appelé Anchet, au milieu de nulle part. Il n'avait ni électricité, ni eau courante. Le père de Louis, Xavier, était meunier et fermier, tandis que sa mère, Corinne, fabriquait des chapeaux afin d'apporter des revenus supplémentaires. Il n'existe aucun dossier montrant que Louis n'ait jamais été instruit. L'école la plus proche était dans un village situé environ à 10 km au loin et on croirait qu'il travaillait à plein temps dans la ferme familiale sans apprendre à lire ou à écrire. Louis aurait travaillé dans les champs tous les jours, du lever au coucher du soleil, juste pour produire assez de nourriture pour nourrir sa famille. Néanmoins, pour dire vrai, les Vuitton avaient du mal financièrement, et le jeune Louis était né dans une situation qui aurait dû le condamner à ne jamais avoir un avenir brillant. Mais les choses se sont ensuite empirées quand la mère de Louis mourut alors qu'il n'avait que 10 ans et que son père s'est rapidement remarié. Malheureusement, la nouvelle belle-mère de Louis était incroyablement autoritaire et manipulatrice, ce qui engendre des conflits constants entre eux. Ainsi, à l'âge de 13 ans, pendant une nuit, il fugue de la maison avec l'intention d'aller à Paris. Mais il y avait un problème. Paris était à 360 km de là et Louis n'avait ni argent ni nourriture. Il s'est donc forcé de marcher le long des routes. La plupart des nuits, il dormait dans les bois le ventre vide avec une cape pour le tenir au chaud. Chaque fois qu'il arrivait dans un nouveau village, il se contentait de boulots étranges en échange de nourriture ou de pièces. Cependant, il n'y avait jamais assez d'argent pour se loger, alors il continuait à dormir dans les bois ou partout où il pouvait trouver un abri pour la nuit. Grâce à ces divers petits boulots, Louis a pu acquérir des compétences auprès d'artisans et il a appris à travailler le métal, la pierre, le tissu et le bois. Cette collection de compétences allait plus tard transformer sa vie. Mais à ce rythme, le voyage était incroyablement lent et il lui fallut 3 ans pour atteindre Paris. À peine arrivé à Paris, Louis fut capable de travailler comme apprenti chez un fabricant de malles et un emballeur. En effet, des fabricants de malles créaient des boîtes sur mesure pour les clients et les emballeurs les préparaient pour les voyages. Ce travail lui a permis de rencontrer de nombreuses personnes de la haute classe qui cherchèrent des bagages sur mesure pour leur voyage. Louis travailla pendant plusieurs années, maîtrisant son art et travaillant aussi dur qu'il le pouvait. En fait, en 1851, la qualité de son travail fut remarquée par l'impératrice de France et elle devint une de ses clientes. Et elle fit de lui son fabricant de malles et emballeur personnel. Pour la plupart des fabricants de malles, cela aurait été le plus grand honneur de leur carrière. Louis était passé d'un adolescent sans abri, sans rien à son nom, à un poste prestigieux au service de la royauté. C'était déjà un immense accomplissement en soi, mais Louis Vuitton avait une vision encore plus grande pour son avenir. Après s'être marié à l'âge de 33 ans, Louis a utilisé ses économies pour lancer sa propre entreprise et ouvrir son propre atelier de fabrication de malles à Paris afin de commencer à vendre ses propres produits. Par ailleurs, Louis remarqua un défaut majeur dans les bagages de l'époque. Toutes les malles étaient en cuir et avaient des dessus en forme de dôme arrondi pour que la pluie roule au-dessus des bagages. Le problème majeur était qu'il était impossible de les empiler, ce qui obligeait les emballeurs à porter les malles une par une. Louis alors commença à expérimenter avec différents matériaux et a découvert que la toile était plus légère, plus durable et plus résistante à l'eau, ce qui permettait aux malles d'avoir plutôt des dessus plats. Cela rendait tout plus efficace, car il était désormais possible de les empiler en piles et de préparer plusieurs malles en même temps. Elles étaient également plus compactes. Le nouveau design de la malle par Louis a marqué l'avènement des bagages modernes. À ce stade, Louis avait déjà bâti sa réputation professionnelle, ainsi que c'est avec la classe supérieure. Par ailleurs, une fois qu'il a lancé sa nouvelle ligne de bagages, ce fut immédiatement un immense succès.
Il a même créé un catalogue Louis Vuitton afin que les clients puissent consulter les produits disponibles et les faire fabriquer avant de les envoyer chez eux. En 2 ans, ces nouvelles valises étaient considérées comme des accessoires les plus élégants et incontournables parmi les riches, car elle est devenue un symbole de statut social. De plus, la marque était devenue si populaire qu'il recevait des commandes du monde entier, y compris de la part de la royauté aussi éloignée que l'Égypte. En 1859, Louis réalisa suffisamment de bénéfices pour embaucher une équipe d'artisans afin de l'aider à réaliser ses commandes. Ceci lui donc permis d'ouvrir un nouvel atelier en dehors de Paris où il a embauché 20 salariés. À cette époque, de plus en plus de gens commençaient à voyager en train et en bateau, ce qui par ailleurs augmentait de manière exponentielle le nombre de ses clients potentiels. Voyager n'était plus un passe-temps réservé aux riches, des personnes de tous horizons avaient désormais besoin de bagages de haute qualité et il semblait que Louis ait réussi et qu'il réussisse pour le reste de sa vie. Malheureusement, ce n'était pas le cas. La France se dirigeait vers la guerre et une nouvelle tragédie allait frapper une fois encore Louis Vuitton. En 1870, alors que Louis avait 49 ans, la guerre franco-prussienne éclata. Louis dut fuir son domicile et vivre dans un abri exigu avec des milliers d'autres personnes. Les provisions étaient extrêmement faibles et il craignait pour sa vie. Lorsque Louis a enfin pu retourner à son atelier en 1871, tout était détruit. Les fenêtres étaient brisées, l'équipement avait été volé et il avait tout perdu. Mais au lieu d'abandonner, il décida d'utiliser ses économies afin de reconstruire l'entreprise et a juré qu'elle serait encore meilleure qu'avant. Avec autant de personnes déplacées par la guerre, il y avait beaucoup plus de magasins vides disponibles à la location dans toute la ville. Ainsi, Louis Vuitton en a profité pour ouvrir sa nouvelle boutique dans un quartier beaucoup plus riche et aristocratique de Paris. C'était parfait car il était juste à côté de la gare et du Grand Hôtel. Donc les voyageurs qui avaient besoin de nouveaux bagages n'avaient pas besoin d'aller loin pour trouver un boutique Louis Vuitton. En 1872, il sort un tout nouveau design, des bagages dotés d'étoiles beiges avec des rayures. Cela est devenu incroyablement populaire et les gens adoraient montrer leur style moderne. De nombreuses autres marques ont essayé de copier son style, mais ces sacs étaient d'une qualité tellement exceptionnelle que les clients préféraient toujours un véritable sac Louis Vuitton. Pendant les 20 années suivantes, Louis a continué à travailler dans sa nouvelle boutique à Paris jusqu'à sa mort à l'âge de 70 ans. Mais son héritage a pu perdurer grâce à son fils Georges qui a repris l'entreprise familiale. Georges a cherché à étendre la marque à l'échelle mondiale, notamment en ouvrant une boutique populaire à Londres. À ce stade, les bagages Louis Vuitton étaient si populaires que de nombreux autres fabricants de malles commençaient à faire des contrefaçons. En 1896, Georges Vuitton crée alors le célèbre monogramme LV, rendant ainsi plus difficile la contrefaçon des initiales de son père en hommage à l'homme qui a fondé la marque. Il a également l'idée d'ajouter une serrure révolutionnaire au coffre, rendant ainsi impossible leur ouverture par des voleurs. En 1900, l'entreprise compte 100 employés et continue de se développer chaque année. Tous les employés sont formés pendant une longue période afin de devenir des experts en fabrication de coffres. Aujourd'hui encore, les employés de Louis Vuitton suivent une formation de 18 mois à 2 ans avant d'être autorisés à fabriquer l'un des produits de la marque. La société commence également à développer une toute nouvelle gamme de produits grâce à une autre icône de la mode, Coco Chanel. En 1925, elle commande un petit sac à main en forme de dôme, un modèle qu'elle avait personnellement conçu et qui n'était destiné qu'à elle. Cependant, ce modèle est produit en masse et reçoit le nom d'Alma. Le succès est énorme et Louis Vuitton décide alors de fabriquer d'autres petits sacs en cuir, comme le Keepall et le Speedy. Avant cela, les sacs à main Louis Vuitton étaient souvent considérés comme peu élégants et encombrants. Mais la société joue un rôle clé dans leur transformation en véritables accessoires de mode. Georges Vuitton meurt en 1936 et l'entreprise est alors transmise à son fils Gaston Louis. Cependant, Gaston reprend l'entreprise à une période très difficile car, en quelques années seulement, la France entre à nouveau en guerre. Pendant la guerre, plusieurs contrats sont annulés et Gaston est contraint de fermer l'usine Louis Vuitton. Paris est de nouveau assiégé. Le seul moyen pour Gaston Vuitton de sauver son entreprise est de collaborer avec l'Allemagne nazie. Stéphanie Bonvicini, dans son livre intitulé Louis Vuitton, une saga française, a mené des recherches dans les archives de l'entreprise. Lorsqu'elle a demandé à consulter des documents datant de la Seconde Guerre mondiale, les représentants de l'entreprise ont immédiatement tenté de lui en dissimuler l'accès, prétendant que tous les documents de 1939
1930 à 1945 avait été détruit dans un incendie. Cependant, en fouillant dans d'autres documents historiques, Stéphanie a découvert que Louis Vuitton avait pu ouvrir une boutique glamour au rez-de-chaussée de l'hôtel Ritz pendant tout le régime nazi, grâce à sa collaboration avec celui-ci. Pendant ce temps, plusieurs autres marques avaient été contraintes de fermer leurs portes parce qu'elles refusaient de coopérer avec les nazis. Il est clair que l'entreprise a honte de cette partie de son histoire, mais elle soutient que Gaston a fait ce qu'il fallait pour assurer la survie de la société. D'autres créateurs de mode, comme Coco Chanel, ont également collaboré avec les nazis pour protéger leurs entreprises à Paris. S'ils n'avaient n'en pas fait ce choix, leur marque n'existerait probablement plus aujourd'hui. À la mort de Gaston en 1970, c'est son gendre, Henri Racamier, qui prend la direction de la marque Louis Vuitton, portant ainsi la dynastie à sa 4e génération. Contrairement à ses ancêtres, Henri avait déjà une grande expérience des affaires, acquise dans une entreprise qu'il avait dirigée auparavant. Ainsi, lorsqu'il reprend Louis Vuitton, il est capable de faire passer la marque à un tout autre niveau. Henri commence à apporter des changements majeurs à Louis Vuitton, transformant l'entreprise familiale en un géant mondial. Il fait évoluer le modèle commercial de la vente en gros à la vente au détail. En 1978, il étend Louis Vuitton à de nombreux autres pays, dont le Japon. En l'espace de 6 ans, et en tenant compte de l'inflation moderne, les ventes passent de 20 millions de dollars à 260 millions de dollars. En 1984, Henri décide d'introduire la société en bourse et Louis Vuitton vend 1 million d'actions évaluées à 63 $ et 63 cents chacune. Henri profite de cet élan et de l'afflux de liquidités pour ouvrir de nouveaux magasins dans le monde entier. En 1987, Louis Vuitton atteint un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. C'est bien plus que ce que le jeune Louis aurait pu rêver lorsqu'il a ouvert son premier magasin à Paris. Henri décide également que la société doit s'associer à Moët Hennessy, une société de boissons de luxe produisant du champagne et du cognac. Ensemble, ils forment un nouveau conglomérat de luxe appelé LVMH. En théorie, cette fusion devait leur permettre de mettre en commun leurs ressources pour se développer encore plus rapidement. Malheureusement, après la fusion, Henri ne s'entend pas avec le président de Moët Hennessy. Il demande alors à un promoteur immobilier prospère qu'il connaissait, Bernard Arnault, de l'aider à gérer la situation. Mais en l'invitant en tant qu'investisseur, Henri a involontairement invité un prédateur dans l'arène. Bernard Arnault achète secrètement 43% des actions de Louis Vuitton et obtient le soutien des familles Moët et Hennessy pour acquérir plus de pouvoir au sein de LVMH. Henri se sent trahi par l'homme qu'il avait fait venir pour l'aider et le poursuit en justice, exigeant qu'il ne détienne plus la majorité des actions de Louis Vuitton. Mais les tribunaux se rangent finalement du côté de Bernard. Henri, furieux d'avoir été trahi par son ami, décide de quitter Louis Vuitton. Pour la première fois depuis près de 100 ans, aucun membre de la famille Vuitton n'est impliqué dans la marque. Après tout ce drame lié à la prise de contrôle hostile par Bernard Arnault, les ventes de Louis Vuitton commencent à s'effondrer. Les journalistes ne couvrent plus la marque et pendant un certain temps, il semble que l'entreprise puisse faire faillite. Cependant, Bernard Arnault parvient à redresser la situation. Louis Vuitton réussit à revenir sur le devant de la scène en collaborant avec plusieurs créateurs de mode à l'occasion de la collection de son 100e anniversaire. De grands noms comme Vivienne Westwood et Isaac Mizrahi créent chacun leur propre version du logo emblématique LV, produisant des articles que les clients n'avaient jamais vus auparavant. L'engouement pour Louis Vuitton reprend de plus belle et les sacs de la marque redeviennent des objets de désir. Au final, l'investissement de Bernard Arnault dans Louis Vuitton s'est avéré extrêmement rentable. Il est aujourd'hui PDG de LVMH et en 2021, Forbes l'a officiellement désigné comme l'homme le plus riche du monde avec une fortune nette de plus de 180 milliards de dollars. Bien sûr, ces classements fluctuent en fonction des cours des actions, mais Bernard Arnault figure presque toujours parmi les 5 personnes les plus riches du monde. Cependant, parmi ces titans de la richesse, tels que Bezos, Musk, Gates et Buffett, Bernard Arnault est probablement le moins connu, car il préfère rester dans l'ombre. Ce que l'on sait, c'est qu'il a une réputation impitoyable dans le monde des affaires. Surnommé le loup en Cachemire, il a su, par ses acquisitions et ses fusions, faire de LVMH un empire regroupant plus de 70 marques de luxe. Aujourd'hui, Louis Vuitton continue d'innover avec des styles nouveaux et colorés qui résonnent auprès d'un public plus jeune. En 1997, Marc Jacobs devient directeur de la création. Il conçoit la première ligne de prêt-à-porter et crée également la populaire ligne de sac à main monogramme vernis. Marc Jacobs étend également Louis Vuitton aux montres, bijoux et lunettes de soleil avant de quitter finalement la marque pour lancer sa propre ligne de vêtements et d'accessoires.
Bien sûr, l'entreprise n'est pas sans défi. Louis Vuitton dispose d'une équipe entière d'avocats qui traquent les violations de droits d'auteur et n'hésite pas à poursuivre quiconque copie le logo de la marque. Louis Vuitton est même allé jusqu'à poursuivre Google en justice pour des résultats de recherche et des publicités menant vers des sacs contrefaits. La marque a également collaboré avec des marques comme Supreme, élargissant ainsi sa base démographique comme jamais auparavant. Croyez-le ou non, Louis Vuitton avait initialement poursuivi Supreme pour avoir copié son logo avant de réaliser les opportunités lucratives qu'une telle collaboration pouvait offrir. Aujourd'hui, les articles Louis Vuitton X Supreme se revendent pour une véritable fortune. Par exemple, le coffre en cuir se vend pour 125 000 $ et un sweat à capuche LV X Supreme peut atteindre plus de 5 000 $. Bien entendu, le problème de la contrefaçon qui hante Louis Vuitton depuis ses débuts reste d'actualité pour la marque. Aujourd'hui, elle estime perdre chaque année des centaines de millions de dollars en raison des versions contrefaites de ses produits. Cependant, même après 168 ans d'existence, la marque ne montre aucun signe de ralentissement. Louis Vuitton reste une marque que beaucoup aspirent à porter, prisée par les riches et les célébrités. Actuellement, Louis Vuitton est la première marque de mode au monde, avec plus de 400 magasins dans presque toutes les grandes villes du globe. Mais que pensez-vous de Louis Vuitton ? Croyez-vous que ces prix sont exagérés par rapport au battage médiatique ou pensez-vous que la qualité des produits justifie leur coût élevé ? Commentez ci-dessous, puis n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo de ma série sur les marques de luxe où je raconte l'histoire de l'orphelin qui a fondé Rolex et répond à la question suivante: pourquoi Rolex est-elle vraiment si chère ? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'incroyable histoire de Louis Vuitton. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À Business & Money pour plus de contenu sur les marques de luxe. À très bientôt pour une nouvelle aventure.